Bonjour à tous, bienvenue à la Maison de l'Avocat, ce bâtiment qui accueille l'Ordre des avocats depuis plusieurs années maintenant. Donc nous vous accueillons avec l'aide et le concours bienvenue des Écosoli et de la CRES qui nous ont aidés à l'organisation de cet événement pour aborder les questions de réglementation des aides publiques, donc le régime des aides d'État et l'ESS. Donc moi je suis Goulven Luni, je suis avocat au barreau de Nantes et je suis accompagné de Mathieu Waran de SOFU qui va se présenter. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc Mathieu Roiran de la société SOFU, donc né à Nantes en 2020. On propose des services de location, lavage, logistique de fûts réemployables en inox pour toutes les petites brasseries artisanales qui du coup avant étaient contraintes d'utiliser des fûts jetables en plastique, faute de moyens et de volume pour investir dans une laveuse de fûts et un parc de fûts inox comme les grosses brasseries industrielles. Voilà. Donc on va vous parler aujourd'hui des questions de réglementation des aides publiques et d'aides d'État en lien avec le SS. Ah, le micro est branché. Ouais, il faut que je l'oriente un peu mieux. Alors je vais l'orienter un petit peu mieux, ça devrait être bon. Donc oui, on va vous parler aujourd'hui des questions de réglementation des aides publiques et d'aides d'État avec l'ESS. Moi, je vais vous faire une présentation du cadre juridique, présentation qui se veut didactique et un petit peu simplifiée. Et puis ensuite, Mathieu témoignera et vous fera un retour d'expérience de ce qu'a été l'appréhension des aides d'État pour leur projet. Et après son témoignage, on prendra donc les questions du public s'il y en a. Donc n'hésitez pas à les noter et à les garder pour la fin. Donc on va aborder trois grandes étapes pour ce casse-croûte. La première, c'est d'appréhender la notion d'aide d'État d'un point de vue juridique, comprendre ses fondements juridiques, les critères, la diversité des formes, et les situer un petit peu finalement, parce qu'on se rend compte que c'est une notion qui est un petit peu floue finalement. Deuxième étape, ce sera d'articuler un petit peu les régimes, comprendre le régime de minimis, avoir une première approche du cumul avec d'autres régimes. L'idée est de pouvoir s'adresser à ceux qui sont en création et qui vont plutôt avoir besoin des aides de minimis maintenant dans un premier temps, et puis qu'ils puissent déjà anticiper la deuxième étape quand ils iront chercher d'autres aides, comment ça fonctionne, comment ça s'articule quand on en a déjà eu avec les nouvelles. Et puis ensuite, on parlera de quelques réflexes au quotidien. On se concentrera surtout sur les déclarations à remplir quand vous sollicitez des aides d'État, parce qu'il faut déclarer du coup celles que vous avez déjà reçues, et ça fera un petit peu l'illustration pratico-pratique des deux premières problématiques, à savoir la notion et comprendre ce qu'est une aide d'État, et puis articuler les régimes, comment on va en demander des nouvelles et comment on doit déclarer du coup celles qu'on a déjà reçues. Donc, première idée, appréhender la notion d'aide d'État. Contexte, fondement juridique, critères, exceptions, diversité des formes. Ça a l'air dense comme ça, mais on va passer un petit peu rapidement là-dessus, parce que l'idée n'est pas non plus d'avoir une vision trop complète et complexe qui serait plus facteur de confusion que de clarté. Quelques éléments contextuels pour situer. On ne peut pas comprendre les aides d'État si on ne comprend pas d'où elles viennent. C'est conçu comme un outil au service de la mise en œuvre des objectifs consacrés par les traités européens, c'est-à-dire l'émergence d'un marché commun unifié, dans des conditions de concurrence loyale. Ça veut donc dire que si chaque État distribue de l'argent à un secteur donné, à des conditions différentes aux uns aux autres, quelque part, on vient perturber le jeu de cette concurrence. Et c'est pour ça que les traités posent un principe d'interdiction générale des aides d'État. On ne peut pas donner des aides d'État, c'est le principe. Après, il y a beaucoup d'exceptions, on va voir toutes ces exceptions, mais le principe est bien celui-là. Une aide d'État, c'est interdit. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est qu'une aide d'État ? On peut l'identifier avec 4 critères qui sont ceux qu'on peut isoler dans la définition qui en est donnée par l'article 107 du traité qui est rappelé ici. 4 critères. Le premier, c'est qu'il faut que cette aide soit publique. On parle d'aide d'État, donc il faut bien que ce soit de l'argent public qui soit donné. Il faut que cette aide soit sélective, c'est-à-dire qu'elle vient favoriser certaines entreprises, certaines productions, certains secteurs. La troisième, c'est celle de l'affectation des échanges. Il faut que ça ait des effets sur le marché. Et la quatrième, que la concurrence en soit faussée. Il faut qu'il y ait un effet là aussi sur le marché. Premier critère, une aide publique.
Comment on identifie une aide publique? Eh bien, on vient regarder tout simplement d'où vient l'argent. Parce que je ne vois pas en salle. Ah oui, désolé. Ah, c'est ça. Oui. Donc effectivement, on va regarder en fait finalement de manière très concrète d'où vient l'argent et s'il vient bien d'un organisme public ou assimilé. Donc on ne se préoccupe pas de sa qualification interne ou française. Des ressources d'État, ça peut être des ressources qui viennent de l'État, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, de toute structure aux mains du secteur public. Et on a même des cas où on vient voir que l'État a pu tenter de s'abriter derrière une entité privée pour faire passer l'argent vers le secteur privé, et où l'Europe nous dit c'est bien une aide d'État, c'est bien des ressources publiques, c'est bien à la charge des finances publiques une fois qu'on a déroulé la pelote et suivi tout le chemin d'où venait cet argent, et donc c'est bien une aide publique. Deuxième critère, il faut qu'elle soit sélective. Donc il faut favoriser certaines entreprises ou certaines productions. Et c'est là qu'on va avoir, une particularité qui est importante pour le SS, parce qu'on se dit, c'est certaines entreprises. Moi, je ne suis pas une entreprise, je suis dans le SS. On va voir que la vision de l'entreprise au niveau européen, elle est finalement très large. Elle va englober toute activité économique, c'est-à-dire toute activité rémunérée, qu'elle a un caractère économique, culturel, social ou autre. Dès lors qu'on offre des biens ou des services sur un marché donné, on est économique, même si on le fait de manière très philanthropique ou à des conditions qui sont peut-être solidaires ou sociales. Les rares exceptions qu'on connaît, ce sont ce qu'on appelle les activités de police, c'est-à-dire que j'agis presque comme le bras armé de l'État et je viens faire quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'économie. On parle de l'exception Eurocontrol. Pour expliquer, Eurocontrol, c'est la tour de contrôle des avions. Donc la tour de contrôle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit vous partez maintenant, vous arrêtez maintenant, et elle le fait uniquement dans une préoccupation de sécurité aérienne. Donc même si certains vont parfois être avantagés et d'autres désavantagés par ces décisions, et même si c'est bien l'État qui fait ça, c'est de la police, on ne le fait pas pour l'économie, on le fait uniquement pour assurer la sécurité du trafic aérien, donc c'est pas de l'aide d'État, ou c'est pas de l'entreprise. On parle aussi des activités purement sociales, mais là c'est très restrictif, il faut être à adhésion obligatoire et fondé sur la solidarité nationale. Donc c'est vrai aux caisses de sécurité sociale, à l'école publique ou à l'école privée sous contrat, lorsqu'elle est bien sous contrat et bien subventionnée, ce type de choses. Donc le simple fait d'être estampillé ESS, d'avoir peut-être un agrément ESUS, d'être organisé en association, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une entreprise. Quelques exemples qui vont être peut-être un peu parlants. Pour les fédérations sportives, il a été considéré que c'était des entreprises. Parce que même si ce sont des associations sans but lucratif, elles agissent sur le marché. Elles vont céder des droits de représentation, de parrainage ou de diffusion qu'elles vont percevoir. Donc elles font bien une offre de services ou une offre de biens, elles perçoivent bien une rémunération, elles agissent bien sur le marché. Même chose pour les associations de protection de l'environnement, dans leurs activités accessoires de vente de bois et de baux de chasse. C'est un petit peu atypique comme exemple, mais ça montre bien que même si j'ai une finalité qui est purement environnementale, je peux dans mes activités me retrouver un moment à faire de l'économique. Les activités d'enseignement d'une congrégation religieuse associative, parce que ces activités n'étaient pas subventionnées par l'État, donc on n'avait pas cette idée de solidarité nationale qu'on évoquait tout à l'heure. On a aussi eu une décision sur l'activité de placement exercée par des offices publics pour l'emploi. Même chose, c'est économique. On a eu aussi des décisions sur le transport de malades. Donc on voit bien que l'absence de but lucratif, le caractère social ou philanthropique ou environnemental, finalement c'est indifférent. On regarde ça de manière très, très décentrée de votre contexte ou de vos spécificités de votre modèle. On regarde simplement si vous êtes économique, et l'ESS n'est pas non économique par nature si on s'en fie au texte européen. Troisième critère, c'est celui de l'affectation des échanges. Donc, vous entendrez peut-être parler de la notion d'aide purement locale. Ça veut dire que si je suis purement local, quelque part, je n'affecte pas les échanges. Je ne vais pas aller perturber le bon fonctionnement du marché à l'échelle européenne. Bon, en pratique, c'est toujours difficile à qualifier l'aide purement locale parce qu'on voit bien que il y a eu plusieurs décisions où ils nous ont montré qu'ils avaient une lecture qui était quand même là aussi assez extensive. La première, par exemple, on nous dit que
si ça renforce ma position d'entreprise à moi par rapport à celle d'autres concurrents dans les échanges intra-Union européens, il y a affectation des échanges. Ça veut donc dire que moi, je suis peut-être très local, mais peut-être qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui, lui, est d'échelle européenne, d'envergure européenne, et que son marché est perturbé. Donc, je viens affecter les échanges. Donc là aussi, on voit bien qu'on ne part pas seulement de vous, de vos spécificités, de votre modèle, mais on regarde largement comment ça fonctionne pour l'économie, le marché dans son ensemble. Le quatrième critère, c'est qu'il y ait une concurrence faussée. Donc c'est une notion qui est finalement floue juridiquement, parce que là aussi c'est très large, mais tellement large qu'on peine même à identifier des critères précis pour savoir de quoi il retourne exactement. On nous dit que cette affectation de la concurrence, elle peut être actuelle ou potentielle, qu'elle peut intervenir sur un marché principal comme sur un marché connexe ou des marchés dérivés. Donc en pratique, c'est très lié à l'affectation des échanges, et on voit bien dans la plupart des décisions que là, on considère qu'il y a une affectation des échanges et une concurrence faussée réciproquement. Ça se suit un peu, au point qu'on se demande même si c'est pas un petit peu redondant d'avoir deux critères pour quelque part exprimer un petit peu la même chose, ou des choses tellement voisines qu'elles se confondent parfois. Une fois qu'on a dit tout ça, on voit bien aussi que finalement, l'aide d'État, c'est très divers. Il suffit de cocher ces 4 critères cumulatifs et ça peut être une aide d'État. Donc, on va avoir des formes très particulières. On pense naturellement à la subvention, mais toute mesure qui viendrait cocher ces quatre critères, c'est une aide d'État et elle est soumise à cette interdiction de principe. On peut citer les exonérations d'impôts et de taxes, les bonifications de taux d'intérêt, les garanties de prêt à des conditions plus favorables, les cessions de bâtiments ou de terrains ou les mises en location à des conditions préférentielles par les collectivités locales, par exemple. Ce sont des choses qui peuvent être qualifiées d'aide d'État. Donc la forme, elle est indifférente. Tout avantage, quel qu'il soit, il est susceptible de constituer une aide si les 4 critères sont réunis. Pour illustrer un petit peu quelques grandes idées sur la diversité des formes, on ne va pas détailler chaque catégorie dans tout ce qui est mis sur la diapositive, mais on voit bien qu'il y a quand même des différences majeures. On a la subvention, celui qui vous finance il prend l'argent qui est à lui, il vous le donne. Il y a la garantie. Vous allez aller voir une banque, elle va vous prêter, et puis pour que vous ayez un meilleur taux, celui qui vous finance va vous dire je vais garantir cet emprunt pour que vous l'ayez à des conditions plus favorables, voire que vous y ayez accès, parce que vous n'y aurez peut-être pas accès sans cette garantie. On peut avoir des logiques de prêt à avance remboursable, où là c'est votre financeur public qui va faire un peu le rôle de la banque et qui va venir vous donner, vous octroyer ses prêts, parfois à des conditions plus favorables de marché. Et vous pouvez avoir aussi de l'investissement en fonds propres, donc sous la forme de participation au capital de votre structure. Si vous êtes organisé en société, comme c'est le cas de SoFut, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait une entité publique qui vienne dire à un moment donné, pourquoi pas prendre une participation à votre capital pour vous aider à vous développer. Quelques exemples aussi sur les mesures fiscales, parce que c'est toujours un petit peu flou aussi, mais on a effectivement des mesures fiscales qui peuvent s'appliquer à des structures comme les vôtres, qui vont être qualifiées d'aide d'État, et donc on va venir prendre en compte pour appliquer les régimes qu'on va voir tout à l'heure, et notamment le seuil de minimis. Ça peut être une exonération d'impôt sur les sociétés, pour les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté. Ça peut être le crédit d'impôt recherche, l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises lorsque vous vous implantez dans des pôles de compétitivité. Donc on voit bien qu'il y a quand même là aussi une vraie diversité, et c'est ça qui va aussi illustrer ce qu'on va illustrer tout à l'heure avec la déclaration. C'est que quand on remplit sa déclaration pour dire tout ce qu'on a touché, il faut qu'on soit capable de recenser un peu tout ça, de refaire le point sur tout ce qui a été perçu, quelles que soient les formes qu'on a reçues, parce qu'on pense toujours naturellement aux subventions. On a peut-être oublié la petite aide parafiscale ou le loyer plus favorable qui avait été consenti par le bailleur public, etc. Une fois qu'on a présenté ce qu'est une aide d'État et ce principe d'interdiction générale, on va venir voir finalement quand est-ce que c'est autorisé et comment. Là aussi, on va avoir une pluralité des fondements ou des sources juridiques. Donc on a les principes du traité qui sont ceux d'une interdiction, mais ensuite il y a des exceptions qui sont prévues dans le traité lui-même. On va avoir des exemptions ensuite qui sont prises au niveau européen ou au niveau
au niveau français pour venir quelque part créer les ouvertures ou des exceptions. La principale dont on va parler, c'est celle de l'exception dite de minimis. Ça concerne les aides de toute nature qui ont dans la limite donc, de 200 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux pour une même entreprise. Il y a des seuils différents qui peuvent exister dans certains secteurs pour les minimis. On va avoir aussi d'autres aides que vous allez peut-être rencontrer ou vous avez déjà entendu parler sous l'acronyme RGEC, qui veut dire Règlement d'exemption catégorielle. Donc c'est un règlement assez long dans lequel il y a plusieurs catégories qui sont visées, et là aussi il y a des exceptions qui sont prévues à cette interdiction générale. Et puis ensuite il y a les aides notifiées et déclarées compatibles par la Commission. Donc là, c'est en fait à chaque fois qu'un État veut créer un nouveau régime d'aide, il peut aller le présenter à la Commission. Puis là, il y a une décision spécifique qui va sortir et qui fixera les contours, les limites, le fonctionnement de ce régime d'aide. Donc pour illustrer un petit peu sur le RGEC, on va passer un petit peu les différentes catégories qui sont susceptibles d'être couvertes. Ça va vous montrer un peu la diversité de toutes les exceptions qui existent déjà. Donc on a les aides à finalité régionale, les aides en faveur des petites et moyennes entreprises, les aides à la protection de l'environnement, les aides pour l'innovation, la culture, le patrimoine, les infrastructures sportives, les régions périphériques, les infrastructures de haut débit, des choses comme ça. Donc vous voyez que ce règlement d'exemption, il couvre quand même déjà beaucoup de choses. Et puis en plus de ça, on va avoir ensuite des petits règlements supplémentaires pour des cas spécifiques au niveau européen, et ensuite des décisions spécifiques aussi au niveau français. Pour présenter les minimis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un seuil pour une aide qui va être accordée à une même entreprise de 200 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux. Ce seuil peut varier selon votre secteur d'activité, mais le seuil qui s'applique en règle générale est bien celui-là, celui de 200 000 €. Donc il y a un contrôle au niveau de l'État qui est organisé, et à chaque fois qu'une entité va venir vous donner une aide supplémentaire, elle est censée vérifier qu'elle ne va pas entraîner par ce supplément un dépassement de ce plafond de 200 000 € ou l'autre plafond qui est applicable et qui vous concerne. Donc ce seuil, on va l'appliquer à 200 000 € très facilement à une subvention. C'est un petit peu plus compliqué qu'on ait une garantie d'emprunt après, ou toute cette diversité d'aides qui n'implique pas un transfert direct d'argent valorisé, et on recourra du coup à la notion d'équivalence subvention brute. Ce sont des formules de calcul qui sont prévues par la réglementation qui permettent de rentrer les paramètres de la garantie ou du prêt pour calculer ce que ça vaudrait en subvention et pouvoir appliquer le plafond. Plusieurs entreprises peuvent se voir appliquer un seuil unique. On parlera dans ce cas-là d'entreprise unique. C'est le cas par exemple si vous êtes vous avez une entité chapeau, et puis dessous vous allez avoir plusieurs entités qui sont détenues en totalité ou en majorité par l'entité du dessous. Là le seuil sera unique. Ce ne sera pas uniquement pour chaque entreprise qu'on regardera s'il y a 200 000 €, mais bien dans l'ensemble si on n'est pas en train de passer les 200 000 €. On a aussi des dispositions spécifiques pour les cas de fusion, acquisition ou scission, quand une même entité va se séparer en plusieurs, ou au contraire qu'elles vont se fusionner. Là aussi, la réglementation a prévu des choses pour nous permettre de calculer comme il faut le plafond et de vérifier qu'il n'est pas dépassé. Ces aides que vous allez recevoir au titre des minimis, vous allez certainement très vite vous poser la question de les cumuler, parce qu'il faudra en obtenir d'autres. Donc les aides de minimis sont cumulables entre elles. On peut avoir plusieurs aides de minimis qui vont dans la limite des 200 000 € qu'on évoquait tout à l'heure sur 3 exercices fiscaux. Vous pouvez aussi cumuler vos aides de minimis avec des aides qui sont prévues par d'autres textes, comme le RGEC ou les décisions françaises qu'on évoquait tout à l'heure. Mais là, il faudra dans ce cas vérifier à chaque fois comment fonctionne ce cumul au cas par cas, sachant que ce sera dépendant à la fois de la nature de l'aide que vous avez reçue initialement et de celle qui vous est octroyée. Donc on va avoir des cumuls qui vont être plus ou moins possibles dans certains cas, et puis interdits dans d'autres. Donc l'idée générale, c'est quand même qu'une aide de minimis ne peut pas être cumulée avec des aides octroyées pour les mêmes coûts admissibles. Quand on dit coûts admissibles, ça veut dire les mêmes dépenses éligibles, si vous voulez, à la subvention que vous allez recevoir.
ni avec des aides d'État en faveur de la même mesure de financement de risque si ce cumul conduit à un dépassement de l'intensité ou du montant le plus élevé applicable. Vous voyez, on va regarder les deux seuils, le minimis. Peut-être que ce sera en dessous pour le régime que vous allez mobiliser dans un second temps. Peut-être que ce sera au-dessus, et donc on va devoir faire un peu cette combinaison des deux régimes pour les articuler, vérifier comment ils se cumulent. Donc là, à retenir, hein, c'est du cas par cas, ça dépend à la fois de ce que vous avez déjà perçu et de ce que vous allez percevoir. Il n'y a pas de règle unique et uniforme. On va parler ensuite du coup de l'illustration concrète de tout ça. Hein. C'est quand vous demandez une subvention, une nouvelle subvention, une nouvelle aide, eh bien dans le dossier que vous allez devoir remettre, vous allez devoir structurer ce document qui est l'annexe 7 bis à la demande de subvention, qui est votre déclaration des aides déjà perçues. Donc je vous en ai mis une capture d'écran en extrait ici pour illustrer. Et donc on voit bien toutes les informations qui vont vous être demandées pour chaque aide, la date de signature de l'acte d'attribution, de la subvention ou de l'aide, arrêté, convention, l'année de rattachement, donc l'année à laquelle elle a été octroyée, le fondement, donc la décision européenne, le règlement ou le régime d'aide auquel il est fait référence sur l'acte d'attribution de la subvention, l'autorité publique l'ayant octroyé et le montant. Et donc le financeur, quand il va recevoir votre demande, il va devoir regarder tout ça et lui faire ce travail de vérifier si vous passez les seuils ou non, si le cumul est bien possible, comment ça fonctionne. Il va pouvoir, vu qu'il a accès aux décisions ou aux règlements qui ont été utilisés pour vous octroyer les aides, il peut justement aller faire ce travail de reconstitution et faire le calcul. Donc ça, c'est la première alerte qu'on peut vous donner aujourd'hui, en tout cas, c'est du coup de bien conserver tous les actes d'octroi d'aide que vous avez reçus et de vous assurer avec votre financeur qu'il mentionne bien les fondements juridiques ou qu'ils vous sont bien connus à un moment ou à un autre, notamment dans la convention de subvention, dans ce qu'on appelle les visas, on écrit vu l'article temps de tel code, vu l'article temps de tel code, eh bien on vous dira aussi certainement, ou en tout cas il faut qu'on vous le dise pour que ce soit facile à appréhender et ensuite à analyser pour vérifier si le cumul est possible ou non, vu la décision cadre numéro SA temps ou vu tel régime d'aide pris sur la base du règlement général d'exemption catégorielle. C'est effectivement à votre financeur de faire le travail de reconstitution pour vérifier si vous ne passez pas les seuils, mais en réalité, la réglementation, elle vous fait apporter le risque. Ça revient à cette idée que on a un marché quelque part qui a un état de nature qu'il ne faut pas venir perturber. Et donc, quand il y a une aide qui est octroyée au-delà des plafonds ou pas comme il faudrait et qu'on estime que vous n'auriez pas dû l'avoir, eh bien cette aide doit être récupérée. C'est-à-dire que vous devez la restituer. Et donc, les bénéficiaires qui ont été concernés ont tout essayé, ils ont invoqué l'idée qu'on pouvait avoir une confiance légitime ou rechercher la responsabilité du financeur. Et le juge européen bloque tout ça en disant non, parce que si vous pouvez quelque part être indemnisé ou vous faire restituer une partie de l'argent que vous avez indûment perçu, la concurrence reste faussée. Je ne reviens pas en état naturel de la concurrence. Et donc, quelque part, je laisse perdurer les effets de cette atteinte au marché. Et ça viendrait complètement anéantir toute la logique des textes qui est de faire en sorte que le marché reste à l'état naturel et qu'il n'y ait pas de perturbation. Donc, lorsqu'un bénéficiaire est confronté à ce type de situation, on lui demande en général de restituer cette aide. Il y a tout de même une régularisation qui est possible si c'est uniquement sur un plan formel que les choses n'ont pas bien été faites. Si c'est un dépassement de plafond, il n'y a pas de débat. Là, il faut restituer les sommes indûment versées, augmenter des intérêts, puisque là aussi, on vient réparer la situation de marché. Donc, si vous aviez eu cet argent dans votre trésorerie pendant 2 ou 3 ans, vous auriez normalement rémunéré une banque pour ça, à un taux de marché. Bien, on vient calculer un peu ce taux de marché et faire en sorte que vous ayez payé le juste prix de cet avantage du simple fait que vous ayez eu l'argent, même si vous l'avez restitué au bout de quelques années. Donc le risque, il est porté par vous, bénéficiaire. Donc double enjeu à être vigilant, non seulement se voir octroyer les aides, bien remplir sa déclaration, mais aussi s'assurer que quand on les reçoit, eh bien, on pourra les conserver et qu'on n'aura pas de difficultés. Je vais laisser la parole à Mathieu pour son témoignage, pour illustrer un petit peu tout ça. Juste pour mettre un petit peu de contexte,
Donc, Sofio, comme je disais, on a créé cette filière en 2020. Donc, l'idée venait des brasseries artisanales, en fait, et a été impulsée par l'association Bout à Bout, qui relance la consigne et le réemploi des bouteilles en verre depuis 2016 maintenant. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a créé Sofu. D'ailleurs, l'entité nantaise s'appelle Sofu Bout à Bout, car l'association est toujours impliquée dans la filière vue de la région des Pays de la Loire. Du coup, d'ailleurs, la première aide qu'on avait eue, c'était une aide de l'ADEME que Bout à Bout avait obtenue, qu'on avait transférée sur l'entité Sofu Bout à Bout. Mais effectivement, du coup, on a vite été confronté aux aides et à ces fameux régimes, régime des minimis en l'occurrence. Voilà, c'est au fur et à mesure en fait des discussions avec des financeurs publics, avec d'autres associations, sociétés, etc., qu'on s'est familiarisé un petit peu là-dessus. Donc, une fois qu'on a lancé la filière nantaise en 2020, un an après, on a ouvert une nouvelle antenne à Paris. L'an dernier, on a ouvert à Lyon, Marseille et cette année à Bordeaux. Et du coup, en fait, nous, pour pouvoir démarrer, pour pouvoir ouvrir un centre de lavage dans une nouvelle région, vu qu'il y a beaucoup d'investissements, que ce soit dans la laveuse, les machines pour faire fonctionner la laveuse et aussi le parc de fûts, on a besoin d'obtenir un certain nombre de subventions au départ. Après, au bout de 2 ans, on arrive à s'autofinancer et à vivre sans subvention. Mais au début, on ne peut pas lancer un nouveau centre de lavage sans aide. Donc on a eu sur chaque entité plusieurs aides, que ce soit de la région, des villes, des métropoles ou de l'ADEME. Et donc les régions sont souvent des aides qui portaient sur le régime des minimis. Et donc effectivement, à chaque fois, on a ces fameuses déclarations sur l'honneur et déclarations de minimis à remplir. Donc nous, les différentes questions qu'on se pose à chaque fois, c'est voilà, quel est le régime de l'aide? Est-ce qu'il y a un plafond? Quelle est la durée du plafond? Quel est son montant? S'il y a un plafond, est-ce que ça concerne uniquement l'entité locale qu'on a montée, qu'on a créée, ou est-ce que les autres entités SOFU en fait, les subventions des autres entités SOFU doivent aussi être comptabilisées? Donc ça, c'est des réponses qu'on a obtenues des différents financeurs, effectivement. Et du coup, j'ai appris des nouvelles choses aujourd'hui, on en discutera après. Ouais, ce qui est important, c'est vraiment d'essayer de creuser le sujet, de tenir un tableau récap des aides, de bien noter les dates, parce qu'effectivement, il y a les 3 années glissantes, là, les fameux 3 exercices fiscaux. A priori, c'est bien, par exemple, si on obtient une aide à l'instant T, l'exercice N, il faut regarder les aides de l'exercice N, N-1, N-2. Il n'y a pas besoin d'aller regarder celle de l'exercice N-3. Donc, il y a ça aussi qu'il faut suivre. Donc, voilà, je vous invite surtout à pas prendre la subvention, l'utiliser sans trop la piloter, sans trop savoir les tenants aboutissants, parce qu'un an après, on peut avoir besoin d'autres subventions et du coup, ça peut être problématique. Et si vraiment on nous retombe dessus, qu'on n'a plus l'argent à rembourser, etc., ça peut vite mettre en péril une structure. Donc, voilà, c'est à pas négliger. Faut vraiment pas laisser de côté et se dire ah ouais, je comprends rien, c'est compliqué, on verra plus tard. Même quitte à aller voir des spécialistes, des avocats ou autres, mais c'est important de clarifier à chaque fois chaque subvention. Voilà ce que je peux partager de ma jeune expérience. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous pour votre présence et votre participation, puis vos questions précises et qualifiées. Et puis, c'est à nouveau donc, les Écosoli, la CRES et puis les services de l'ordre qui ont organisé cet événement et qui nous ont bien aidés à ce qu'il puisse se faire ici. Et puis remercier Mathieu pour son témoignage. Merci. Qui nous a tous intéressés.